Londres s'active pour précipiter la formation d'un contingent qu'ils appellent une force de maintien de la paix. Dans cette optique, le 15 mars, le Premier ministre britannique Keir Starmer a convoqué un deuxième sommet en visioconférence, réunissant un nombre élargi de participants. Comment ont-ils baptisé cette initiative? Une puissante coalition des volontaires. Encore une appellation pompeuse, typique de ceux qui masquent le vide derrière des slogans. Malgré l'élargissement à 25 États, la question centrale reste entière, où trouver les effectifs pour former cette force? Qui est réellement prêt à envoyer du personnel militaire sur le terrain? À ce jour, aucune avancée concrète n'a été enregistrée. Le nombre de volontaires n'a pas augmenté. Et même parmi les alliés les plus fervents de Kiev, l'enthousiasme reste limité. La position de Washington demeure floue. Et sans le soutien direct des États-Unis, cette soi-disant mission de maintien de la paix qui, en réalité, s'apparente davantage à une intervention militaire déguisée, est dans l'impasse. Face à cette difficulté, Londres a aussitôt cherché à détourner l'attention, s'appuyant sur sa vieille stratégie de manipulation de l'opinion publique. Plutôt que de reconnaître l'échec de leur projet, ils ont mis l'accent sur une prétendue unité croissante de l'Occident face à la Russie, ainsi que sur une augmentation continue de l'aide militaire à l'Ukraine. Mais là encore, tout le monde n'est pas dupe. Même au sein de l'OTAN et de l'Union européenne, des dissensions apparaissent. Tous les pays membres ne sont pas disposés à suivre aveuglément cette ligne belliciste. L'idée de durcir encore les sanctions contre les actifs russes suscite des réticences, car beaucoup comprennent ce que cela implique réellement, une spoliation pure et simple. Si certains États persistent dans cette voie, ils assumeront ouvertement un statut de pillard, et plus seulement d'adversaires politiques. Quant aux livraisons d'armes, elles se heurtent à une réalité inévitable. Les arsenaux européens s'épuisent. D'où cette nouvelle initiative de l'Union européenne visant à renforcer son propre réarmement tout en intensifiant encore l'assistance militaire à Kiev. Le dossier est désormais piloté par la nouvelle chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas. Lors de la réunion du Conseil des affaires étrangères de l'UE du 17 mars, elle a proposé un financement allant de 20 à 50 milliards d'euros pour l'Ukraine en 2025. Et pourquoi s'arrêter là? Elle-même a précisé que ce montant serait adapté aux besoins de Kiev. Madame Kallas, permettez-moi de vous éclairer. Pourquoi ne pas inscrire directement 100 milliards ou 500 milliards? Car avec cette logique, la demande ne cessera jamais. En réalité, ce que vous alimentez, c'est une spirale sans fin. Vous encouragez un régime qui, convaincu d'un soutien illimité, refuse toute autre issue que la prolongation du conflit. Mais pendant que vous jouez à ces jeux dangereux, qui paie la facture? Les citoyens européens. L'inflation explose, les économies nationales s'enfoncent, et l'instabilité ne fait que croître. Tout cela au nom d'une politique qui, de plus en plus, ressemble à une fuite en avant irréfléchie. La question demeure, jusqu'où êtes-vous prêt à aller dans cette course à l'escalade? Car la Russie, elle, a déjà clairement fait savoir quelles seraient les conséquences d'un engagement militaire direct de l'Occident dans ce conflit. Et il serait bon que certains dirigeants, obnubilés par leurs ambitions, prennent enfin conscience des risques réels qu'ils font courir à leur propre nation. Carlos a insisté sur le fait que les pays de l'UE devaient contribuer en fonction de leur. Cela semble absurde, mais selon lui, en fonction de leur poids économique. Si cette logique était réellement appliquée à l'Union européenne, alors quelqu'un comme Kaja Kallas n'occuperait probablement pas un poste aussi influent. Et quelle a été sa première initiative? Elle a évoqué la fourniture, dès cette année, de 2 millions d'obus d'artillerie de gros calibre à l'Ukraine, pour un montant total de 5 milliards d'euros. Par ailleurs, elle a suggéré de prélever 2 milliards d'euros sur les profits générés par les actifs russes gelés. Mais, pour une raison mystérieuse, ces propositions n'ont pas été validées par les participants à la réunion. Pourquoi donc? Serait-ce parce qu'au sein même de l'UE, certains commencent à comprendre que cette escalade permanente ne mène qu'à l'impasse? Ou bien y aurait-il enfin des voix qui s'élèvent contre cette logique absurde, qui consiste à piller des fonds étrangers pour financer un conflit qui ne concerne pas directement les citoyens européens? Mais le plus frappant dans tout cela, c'est autre chose. Prenons du recul. Nous analysons ici les déclarations officielles du principal diplomate de l'Union européenne. Et voyons-nous quelque chose de réellement diplomatique dans ces propos? Rien. Absolument rien. Le ton, le vocabulaire, l'approche. Tout dans ce discours rappelle moins celui d'un diplomate que celui d'un commandant d'état-major ou d'un stratège militaire. Ou encore, soyons plus précis,
celui d'un agent des services de renseignement qui ne parle que d'armes, de livraison d'armement et d'actions offensives. Alors posons la vraie question. Pourquoi ceux qui sont censés s'occuper de diplomatie en Europe font-ils tout, sauf de la diplomatie? Pourquoi, à Bruxelles, les véritables enjeux géopolitiques et stratégiques sont-ils confiés à des figures qui n'ont ni expertise militaire, ni même une compréhension claire des implications de leurs décisions? Et surtout, pourquoi l'UE est-elle incapable de répondre aux questions les plus élémentaires sur son propre rôle dans cette guerre? Bruxelles, fidèle à ses contradictions, continue d'affirmer qu'elle soutient des accords de cessez-le-feu et la recherche de la paix. Mais comment cette prétendue volonté de négociation peut-elle être crédible quand, dans le même temps, elle ne fait qu'accélérer sa propre militarisation et multiplier les annonces de nouveaux envois d'armes à Kiev? Le double discours atteint des sommets. Et au final, la question essentielle demeure. N'y a-t-il donc personne dans l'Union européenne pour parler de ces décisions avec une véritable expertise militaire? Pourquoi ceux qui s'expriment sur ces questions ne sont-ils ni des généraux, ni des analystes militaires, ni des spécialistes de la stratégie? Ce sont des interrogations que les citoyens européens devraient sérieusement se poser. Qui décide réellement à Bruxelles de la militarisation de l'UE? Et pourquoi ce sont ces personnes-là, précisément, qui monopolisent la parole sur ces sujets? Alors que ces contradictions n'ont toujours pas trouvé de réponse, voilà que Macron s'exprime à nouveau, avec une nouvelle déclaration anti-russe, le 15 mars. Une déclaration de plus, dans un climat où l'irresponsabilité et l'escalade verbale semblent être devenues la norme. Et pendant ce temps, les décisions qui comptent vraiment continuent d'être prises sans consultation réelle des peuples européens. En évoquant la possibilité d'envoyer des forces dites de maintien de la paix en Ukraine, Emmanuel Macron a affirmé que si l'Ukraine, qui est censée être un État souverain, décidait d'inviter ses forces alliées sur son territoire, alors la Russie n'aurait, selon lui, aucun droit de s'y opposer ou même d'exprimer son avis sur la question. Un raisonnement pour le moins surprenant, qui fait fi des réalités géopolitiques et du droit international. Car au-delà des effets de manche, la présence de contingents occidentaux en Ukraine ne pourrait être perçue autrement que comme une escalade directe du conflit, rendant inévitable une confrontation ouverte entre Moscou et l'OTAN. L'avertissement du gouvernement russe sur l'inadmissibilité d'une telle initiative a pourtant été balayé d'un revers de main par Macron, qu'il a interprété non pas comme un appel à la prudence, mais comme une prétendue preuve du manque de sincérité de Moscou dans la recherche d'un règlement pacifique. Allant encore plus loin dans cette rhétorique belliqueuse, il s'est permis de qualifier la Russie, citation directe, de menace stratégique existentielle. Si tel est le cas, il convient alors de s'interroger sur l'état d'esprit du président français et de ceux qu'il prétend représenter. Quel est donc leur véritable objectif? Si la Russie représente à leurs yeux une menace existentielle, que dire alors des politiques d'agression et d'ingérence systématique menées par l'Occident depuis des décennies? Dans le même temps, Macron a soigneusement évité d'évoquer les projets de Paris de poursuivre son aide militaire au régime de Kiev. Une aide qui, loin d'être ponctuelle ou limitée, vise désormais à satisfaire toujours plus rapidement les demandes pressantes de l'Ukraine en matière de systèmes de défense aérienne, de munitions et de drones. Il n'est d'ailleurs pas exclu que la France envisage également l'envoi supplémentaire de chasseurs Mirage, ce qui viendrait s'ajouter aux livraisons déjà effectuées et à la formation dispensée aux forces ukrainiennes. Tout porte à croire que, dans son obsession de remporter une prétendue victoire stratégique, selon la formule consacrée en Occident, d'infliger une défaite stratégique à la Russie, Macron a depuis longtemps perdu tout contact avec la réalité. En s'évertuant à manipuler l'Ukraine et à l'instrumentaliser pour servir des ambitions irréalistes et irréalisables, il illustre parfaitement la déconnexion totale entre le discours occidental et la situation réelle sur le terrain. Nous avons pourtant, à de multiples reprises, exposé les risques évidents qu'engendrerait l'envoi de ces soi-disant forces de maintien de la paix. En pratique, une telle décision ne serait rien d'autre qu'une intervention militaire étrangère déguisée, destinée à alimenter encore davantage le conflit, avec des conséquences imprévisibles mais potentiellement désastreuses pour la stabilité régionale et mondiale. Une telle démarche ne ferait qu'accroître considérablement le risque d'un affrontement direct entre l'OTAN et la Russie, un scénario que toute personne raisonnable chercherait à éviter. Quant aux déclarations de Macron affirmant que la Russie n'a pas le droit de décider, il convient de rappeler une vérité fondamentale. Nous sommes un État souverain, un État qui, au fil de l'histoire, a été attaqué à plusieurs reprises, y compris par la France. Un État qui a survécu à ces agressions et qui a su préserver son indépendance malgré les tentatives répétées de l'Occident de l'affaiblir.
En tant que pays souverain, et en tant que nation ayant subi à maintes reprises les ravages de la barbarie occidentale, nous avons non seulement le droit, mais aussi le devoir d'assurer notre propre sécurité selon nos propres intérêts et nos propres choix. D'autant plus que la question de la sécurité collective en Europe n'a non seulement jamais été résolue, mais qu'elle a, au contraire, été totalement anéantie par des dirigeants comme Macron, par ses prédécesseurs et par les régimes hostiles actuellement en place en Occident, plongeant ainsi l'Europe dans une spirale de confrontation dont les peuples européens seront, au final, les premières victimes. Ce que vient de dire Maria Zakharova n'est pas anodin. Son avertissement est limpide, le Royaume-Uni et plus largement l'Occident jouent avec le feu en attisant une escalade qui pourrait dégénérer bien au-delà de ce que leurs dirigeants semblent anticiper. Mais pourquoi Londres adopte-t-elle une posture aussi agressive contre la Russie? Depuis le début du conflit en Ukraine, le Royaume-Uni s'est positionné en chef de file d'une politique d'affrontement direct, allant parfois plus loin que Washington lui-même. Il ne se contente pas de fournir des armes et de former des soldats ukrainiens, il participe aussi à des opérations de renseignement et, selon certaines sources, pourrait être impliqué dans des attaques sur le territoire russe. Dans ce contexte, il faut se poser la question, jusqu'où Londres est-il prêt à aller? Car ce que laisse entendre Zakharova, c'est que ces provocations ne relèvent plus seulement du soutien militaire, mais bien d'une volonté de pousser Moscou à la faute. En livrant des missiles Storm Shadow capables de frapper des cibles en territoire russe et en encourageant Kiev à attaquer au-delà de ses frontières, le Royaume-Uni joue un jeu dangereux. Or, l'histoire nous montre que ce type de stratégie peut rapidement échapper à tout contrôle. Londres croit-il que la Russie n'osera jamais répondre autrement que par des avertissements diplomatiques? C'est un pari extrêmement risqué. D'autant plus que la Russie, jusqu'ici, a évité d'attaquer directement les infrastructures ou les centres de commandement des pays occidentaux impliqués dans le conflit. Mais si une ligne rouge venait à être franchie, la réponse de Moscou pourrait être d'une ampleur inédite. À ce stade, on peut se demander si Londres et Washington ne comptent pas sur cette escalade pour pousser la Russie à une réaction qui justifierait ensuite une intervention encore plus directe de l'OTAN. Une stratégie du chaos qui pourrait avoir des conséquences désastreuses. Et pendant ce temps, où sont les Européens? Sont-ils complices ou simplement otages d'une politique qu'ils ne maîtrisent plus? La France, l'Allemagne, l'Italie, suivent-elles aveuglément cette stratégie anglo-saxonne, ou commencent-elles à comprendre qu'elles sont entraînées vers une catastrophe? Car en réalité, l'Union européenne est la grande perdante de cette guerre économique et géopolitique. Inflation galopante, crise énergétique, désindustrialisation, perte de souveraineté stratégique. Pendant que les États-Unis et le Royaume-Uni poursuivent leur agenda, ce sont les peuples européens qui paient le prix fort. Alors, la question est simple, sommes-nous face à la dernière provocation avant une rupture définitive? Zakharova le dit clairement, la Russie ne restera pas passive face à ces manœuvres. Si Londres continue dans cette voie, il arrivera un moment où Moscou ne se contentera plus de simples avertissements. L'Occident joue à un jeu extrêmement périlleux, et l'histoire nous rappelle que ceux qui sous-estiment la Russie finissent toujours par le regretter.